Lecteur, lectrice, bonjour. Je teste un nouveau format de vidéo. Alors comme tu remarques, j'ai changé de chapeau. J'ai pris celui d'Alice au pays des merveilles. Pourquoi? Parce que je suis très fan déjà de l'univers d'Alice. J'ai le petit lapin qui est toujours en retard, ce qui est toujours mon cas. Et en plus, aujourd'hui, ça c'était pas vraiment prévu parce que j'avais pas prévu forcément de faire un retour de lecture, mais j'ai mon beau t-shirt qui dit que les meilleurs sont tous fous. Je pense que ça me concerne. Alors voilà, ça c'était pour ma petite présentation. Gracieuse Robert, autrice, lectrice, animatrice. Donc je te propose aujourd'hui un retour de lecture de Une sorcière à la cour de Philippe Madral. Et sinon je suis autrice, j'ai écrit donc 7 livres jusqu'à maintenant, publiés. Donc nous avons 4 romans et donc des romances contemporaines assez feel good, un recueil de notices et 2 nouvelles dans le cadre d'un récréature qui est un challenge littéraire. Ce sont aussi des nouvelles feel good. Et sinon, pour présenter mon autre activité, je propose aux auteurs de les accompagner pour écrire, pour voir publier leur roman, comment dire, leur témoignage ou leur livre, tout simplement. Voilà. Cette petite présentation étant passée, maintenant nous allons parler de Une sorcière à la cour que tu vois peut-être à l'envers. Alors voilà, qu'est-ce que cette histoire? Eh bien, c'est l'histoire de l'affaire des poisons sous Louis XIV. Une affaire assez passionnante dont j'ai entendu parler à plusieurs reprises dans différents reportages. Et là, quand j'ai vu ce livre, j'ai sauté dessus parce que je dis « Ah, c'est trop cool et tout !» Et en effet, ça raconte l'histoire de l'affaire des poisons, mais sous l'angle de Larénie, le fondateur de la police judiciaire. On est quand même en 1678, 1678 pour ceux qui ne comprennent pas le belge. Et donc, pour le résumer, tandis que Louis XIV mène grand train à Saint-Germain et Versailles, Paris est frappé par des meurtres abominables et la rumeur enfle. Des empoisonneuses œuvrant pour le diable auraient infesté la ville. Lorsque le scandale gagne la cour, le roi ordonne à Larénie, lieutenant général de police, de démanteler les officines et de punir les sorcières. Au cours de son enquête, ce dernier comprend que le roi est victime d'un complot. Mais surtout, il découvre que derrière ces actes diaboliques se cache une plus grande violence encore subie par les femmes. Maintenues toute leur vie sous l'autorité d'un père, d'un frère ou d'un mari, ont-elles d'autre choix que le crime pour conquérir leur liberté? Dans cette enquête sulfureuse, Philippe Madral nous plonge au cœur d'une société en mutation et revisite la célèbre affaire des poisons avec un souffle romanesque exceptionnel. Et honnêtement, je ne peux que plus soyer ce qui vient d'être dit. Alors, je vais essayer de faire ça de manière complètement structurée, mais j'ai été complètement emballée par ce livre, par le ton de Larénie, par sa manière de raconter les choses. Et c'est vrai qu'en tant que femme féministe, j'ai aussi été particulièrement touchée par la situation des femmes qui se débarrassaient plus ou moins facilement, on va dire, parce que je ne pense pas que le terme soit bien choisi, de leur mari. Parce que par moments, c'était des femmes qui sont ouvrières, hein, ça se passe à Paris, qui tiennent la maison et qui sont battues par leur homme, ou alors dès qu'elles arrivent à gagner 3 francs 6 sous par un petit travail de couture, ou aller faire la lessive pour quelqu'un, ou je ne sais quel travail journalier, le mec rentre et il va tout boire à la taverne. Et elle, en attendant, elle doit nourrir les gamins. Et peut-être même qu'elle est enceinte parce que, bah voilà, quand il rentre aussi de temps en temps, pan, et hop, je te fais un nouveau gamin et toi tu te débrouilles pour les nourrir. Donc voilà, c'est pas forcément une vie très enviable que certaines de ces femmes ont. Et donc on parle aussi des femmes qui aident les autres femmes à se débarrasser de leur mari par des petits poisons qui ne sont pas détectables et c'est bien pratique. Alors dans la partie narrative de cette histoire, donc tout est raconté par Larénie et il enquête sur une affaire qui va devenir l'affaire des poisons parce qu'au début on parle de ce qui se passe à Paris et on s'aperçoit que finalement c'est beaucoup plus large. C'est-à-dire que ça concerne aussi les nobles qui viennent dans des carrosses cachés.
quand les nobles se déplaçaient avec leur carrosse, ils avaient les armoiries, et bien là, ils louaient un carrosse qui était complètement noir, comme ça on ne voyait pas. Ils portaient une cape avec une capuche, donc on ne savait pas reconnaître la personne, ou ils envoyaient un valet. Et donc on s'aperçoit gentiment et gaiement que les nobles qui côtoient Versailles, ou Saint-Germain, donc le roi, sont aussi concernés. Et vont voir donc les grandes empoisonneuses connues de l'époque, c'est par exemple la Voisin, qui a été brûlée en place de Grève, je ne sais plus en quelle année, bah, ça doit être aux alentours de 1679-80, je pense. J'ai pas cherché la date exacte, parce que c'est raconté dans le bouquin, sans vouloir trop spoiler. De toute manière, on sait que l'enquête de l'Araignée va démanteler quand même un réseau assez immense, et on va brûler quelques sorcières en place publique pour calmer un peu les esprits. Et pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, le roi lui-même va récupérer des documents qu'il va brûler pour étouffer une partie de l'histoire, notamment certaines des femmes qui ont été ses maîtresses ont été aussi faire appel au service de la Voisin. Et c'est là tout le cadre de cette enquête, c'est qu'au fur et à mesure, étant donné que l'Araignée procède de manière extrêmement méthodique, lui va s'apercevoir que les nobles sont des nobles qui mangent même parfois à la table du roi. Un peu compliqué quand même pour ce pauvre roi qui, là je dévie un peu du sujet, mais ça c'est pour replacer un peu dans l'ensemble du contexte. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'époque de Louis XIV, il a quand même connu la Fronde tout au début de son règne, parce que bon, au début, je crois qu'il a été roi à 5 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est sa mère, Anne d'Autriche, qui était la régente, et les nobles en ont profité pour se révolter, et on a eu l'époque qu'on appelle la Fronde, où Anne d'Autriche a dû fuir avec Mazarin et ses 2 jeunes enfants, donc Louis Dieudonné, devenu Louis XIV, et son frère Philippe, devenu Philippe d'Orléans, parce que à Paris, ça prenait feu. Et donc c'était un cousin du roi qui a essayé de prendre le pouvoir pour devenir roi à sa place. Du coup, Louis XIV, quand il a eu l'âge de prendre sa place de roi, il a dit, voilà, maintenant moi les nobles, je les tiens, et je les tiens par des privilèges. Et donc il donnait des titres, des pensions, et comme ça, voilà, lui était le roi Soleil, et tous les autres tournaient autour du soleil, parce qu'à l'époque on croyait que tout tournait autour du soleil. Oui, enfin, je suis en train de m'embrouiller dans mes explications, mais les nobles tournaient autour du roi Soleil, et donc ils essayaient d'avoir plus de privilèges, ou d'être remarqués par le roi, ou d'avoir une gentille parole, ou quoi. Et pour quelqu'un qui veut tout avoir sous contrôle comme ça, des femmes qui partagent sa couche, qui vont faire appel à des sorcières pour garder son affection par des potions ou autres, ça fait des ordres. Voilà. Donc dans les éléments du récit de ce livre, eh bien c'est l'Araignée qui raconte toute son enquête, en parlant de sa vie quotidienne, sa femme, ses enfants, la manière dont il mène son enquête, les personnes avec lesquelles il va travailler, plein de choses comme ça. C'est très bien raconté. Moi j'ai vraiment passé un très bon moment, et c'était comme si j'étais en train de boire une pinte avec l'Araignée en face de moi, et qu'il est en train de m'expliquer son enquête. Donc au niveau des personnages, la transition est toute faite, hein. C'est lui qui nous explique tout le déroulé de son enquête, et aussi ses sentiments par rapport à son enquête, ses entrevues avec le roi, parce que c'était le lieutenant de police. Donc au niveau de la hiérarchie, c'était pas forcément quelqu'un qui pouvait rencontrer aussi facilement que ça le roi. Normalement, il travaillait avec Colbert, mais il s'est retrouvé en présence lui-même du roi pour lui rendre compte des éléments de son enquête dans le plus grand secret. Et d'ailleurs, il a donné cette cassette que le roi a brûlée en sa présence, parce qu'il était tenu au secret professionnel, et donc il y a plein de choses qu'il ne devait pas raconter autour de lui. C'est pas grave, il nous l'a écrit dans un livre. Enfin, en tout cas, Philippe Madral nous l'a raconté en tant que tel dans le livre. Alors, je ne vais pas jusqu'à m'avancer que
en disant que c'est l'araignée qui a vraiment écrit cette histoire. Je ne pense pas. J'ai essayé de creuser un petit peu, j'avoue, pas très longtemps. Il n'y a pas d'éléments qui disent que l'araignée a vraiment écrit cette histoire, mais Philippe Madral a travaillé comme chercheur au CNRS, et donc, bien sûr, bah, il est extrêmement bien documenté sur le sujet, et il nous a romancé ça de manière particulièrement intéressante. Bah, comme je disais, moi j'ai été complètement emportée par la manière de raconter l'histoire, par les petits détails qui replongent complètement dans ce récit. Et bon, c'est vrai qu'en tant que passionnée d'histoire, j'ai passé un excellent moment. Je pense que, bon, mon avis, on l'a déjà eu, hein, c'est-à-dire que j'ai été complètement replongée dans l'époque de Louis XIV. J'ai appris encore d'autres choses sur l'affaire des poisons, ce qui ne m'a pas déplu du tout. Et je suis une grande passionnée de l'époque de Louis XIV, donc c'est vrai que j'ai aussi foncé dessus tête baissée quand j'ai vu ce roman. Bah, ça nous décrit encore le caractère du roi, ça nous parle de sa maîtresse, donc on est quand même un peu à l'époque où elle commence à être en disgrâce. C'est la comtesse, j'ai honte quand même, je le dirai 100 fois, hein. Elle est remplacée par Madame de Maintenon, Montespan, voilà, la comtesse de Montespan. Et bah, c'est aussi ça qui a un petit peu accéléré sa disgrâce quand même, parce que elle lui a donné 7 enfants, d'accord, ils ont été amants pendant 14 ans, je crois, et le roi n'a pas vraiment aimé qu'elle lui verse des poisons à son insu. C'était des filtres d'amour, mais voilà, lui il tenait à garder sa liberté. Et elle, bah, elle était la maîtresse, mais elle sentait bien que bah, elle commençait à vieillir, elle s'était empâtée au fur et à mesure de ses grossesses. Il commençait un peu à perdre l'affection du roi, et donc elle ne savait pas trop comment la récupérer. Les filtres d'amour étaient une solution, sauf qu'il l'a su, il n'a pas apprécié, et bah, du coup, voilà, hein, il l'a invité gentiment à aller se retirer dans ses terres dans un autre endroit de la France, dans une autre région, pour être loin de ses yeux surtout. Je vais m'interrompre quelques secondes pour chercher un extrait que je vais lire pour donner un peu une idée du style. Tandis qu'il l'emmenait, la voisine avait continué de se débattre entre leurs mains comme une démente, en criant dans sa direction. « Sale chienne, tu paieras. Tu m'as trahi, tu paieras pour tout. » Mathilde m'avoua avoir eu la plus belle peur de sa vie. Je m'inquiétais des blessures que l'assaut de cette méchante femme avait pu lui causer. Elle me répondit qu'elle en était restée choquée pendant 2 jours et n'avait pas quitté son lit, à cause de fortes douleurs dans son dos dues à sa brutale chute en arrière, mais que cela s'était atténué peu à peu et qu'elle ne gardait plus à présent que quelques marques autour du cou. Je demandai à les voir. Elle entrouvit légèrement le ruban qui masquait sa gorge et que j'avais pris pour une coquetterie de parure. La malheureuse avait en effet les traces des mains de l'empoisonneuse toujours imprimées sur sa peau. J'eusse mieux fait de ne pas lui demander de se découvrir, car cela provoquait en moi le souvenir de son corps et ravivait encore plus fortement mon désir pour elle, que je m'efforçais pourtant de combattre. Elle le comprit sans doute à mon regard, car elle se recouvrit aussitôt. Je restais affreusement mal de me sentir responsable de son agression, et j'étais en même temps furieux d'être toujours troublé par elle. J'essayais de la rassurer en lui déclarant que j'avais mis au secret la voisine, sa fille et le sage, et sélectionnais les gardiens chargés de les surveiller, mais je ne cessais de penser que Morjac m'avait échappé au moment de notre perquisition, et qu'il avait forcément compris, lui aussi, ce qui s'était passé. Voilà. Donc c'est ça qui est très sympathique, c'est la manière d'expliquer, voilà, elle n'est pas bien, elle reste au lit. Alors nous, on imagine maintenant, bah, quand on est au lit, on a un téléphone ou une télé ou quoi. Non, elle est juste allongée dans son lit et elle essaie de se remettre de ses émotions, et peut-être même qu'elle a prié, parce que c'était la mode de l'époque. Que dire d'autre? Bien, je ne sais pas. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai donné mon avis, donc maintenant, ben, je vais te remercier d'avoir assisté à ce retour de lecture jusqu'à maintenant. Et donc, nous allons procéder à la petite habitude, c'est-à-dire de te demander de t'abonner à cette chaîne si tu es intéressé d'avoir d'autres retours de lecture, parce que j'en donne en général une fois par semaine.
D'activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos que je vais diffuser sur cette chaîne et de ne pas oublier le petit pouce bleu qui va me soutenir et peut-être contribuer à avoir d'autres vidéos, d'autres personnes qui vont regarder la vidéo et d'autres personnes qui vont aussi peut-être avoir envie de lire Une sorcière à la cour de Philippe Madral. Je te dis à très vite pour d'autres retours de lecture.